Mon père ivre a découvert mes revenus et s'est présenté à ma porte pour me confronter, accompagné de ma belle-mère. Tu viens avec moi à la banque tout de suite, tu m'y rembourseras jusqu'au dernier centime que j'ai dépensé pour TOI, a-t-il dit, faisant référence au maigre repas que j'avais quand j'étais enfant. J'y suis allé, mais j'ai discrètement passé un mot au directeur qui disait « Je suis sous la contrainte. Je m'appelle Ruby et j'ai 26 ans. D'où regardez-vous aujourd'hui ? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner et si vous vous êtes déjà senti abandonné par les personnes qui étaient censées vous protéger. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener là où tout ce cauchemar a commencé. J'avais 10 ans quand ma mère est morte d'un cancer. Un jour, elle me tressait les cheveux pour l'école. Étage 3 mois plus tard, je me tenais debout dans une robe noire trop grande, regardant qu'on descendait son cercueil dans la terre. Papa m'a tenu la main ce jour-là, et je pensais que nous affronterions tout ensemble. Je me trompais sur beaucoup de choses à l'époque. Après les funérailles, papa a commencé à boire, pas juste une bière au dîner ou du vin le week-end. Je parle du genre de consommation d'alcool qui transforme un parent en fantôme. Il rentrait de son travail chez le concessionnaire automobile, puant le whisky, franchissait la porte d'entrée en titubant et s'effondrait sur le canapé avec une bouteille. Certains soirs, il pleurait maman. La plupart des soirs, il fixait simplement la télévision jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. La nourriture a manqué en premier. Notre garde-manger est passé des étagères soigneusement organisées de pâtes, céréales et snacks de maman à 3 boîtes de soupe et une boîte de crackers rassis. Quand je demandais de l'argent pour les courses à papa, il marmonnait quelque chose à propos de s'en occuper demain. Ce demain n'est jamais venu. J'ai appris à prendre le petit déjeuner et le déjeuner à l'école comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. La dame de la cantine a commencé à me donner des portions supplémentaires. Je pense qu'il savait. Puis les factures ont cessé d'être payées. L'électricité a été coupée 2 fois cette première année. Je faisais mes devoirs à la lueur des bougies, me disant que c'était romantique comme dans les films. Le téléphone a été déconnecté. L'eau a failli être coupée, mais d'une manière ou d'une autre, papa a réussi à se traîner jusqu'au bureau des services publics à la dernière minute. Je soupçonne qu'il a vendu les bijoux de maman, bien qu'il ne l'ait jamais admis. Mes vêtements ont commencé à tomber en lambeaux, et papa ne l'a jamais remarqué. Les genoux de mes jeans avaient des trous qui ne cessaient de s'agrandir. Mes chaussures avaient des semelles qui battaient quand je marchais. Madame Patterson de l'église m'a apporté un sac de dons un dimanche, prétendant que c'était pour les familles dans le besoin, mais en me regardant droit dans les yeux. Je voulais être gêné, mais j'étais trop reconnaissante. Ces vêtements de seconde main signifiaient que je pouvais arrêter de porter les 3 mêmes tenues chaque semaine. L'école est devenue mon sanctuaire. Non pas parce que j'aimais apprendre, même si j'étais une élève correcte, mais parce qu'il y faisait chaud, qu'il y avait de la nourriture, et que les adultes me prêtaient réellement attention. Mon enseignante, Madame Rodriguez, a commencé à garder des barres de céréales dans son bureau. Elle m'en glissait une pour plus tard. Chaque vendredi après-midi, je les gardais comme un trésor. À la maison, papa existait dans un brouillard d'alcool et de deuil. Certains matins, je le trouvais évanoui dans ses vêtements de travail sur le sol de la cuisine. Je mettais une couverture sur lui et je me préparais pour l'école. Il ne m'a jamais demandé mes notes, mes amis, ou comment je gérais la mort de maman. Je m'élevais essentiellement seul à 10 ans. Et le plus effrayant, c'est à quel point cela a commencé à sembler normal. Les pires moments étaient quand il pleurait et s'excusait, promettant que les choses s'amélioreraient, qu'il arrêterait de boire, qu'il serait le père que je méritais. Ces promesses faisaient plus de mal que sa négligence car elles me donnaient de l'espoir. L'espoir était dangereux quand on vivait avec un alcoolique. J'ai appris cette leçon rapidement. À l'âge de 11 ans, j'avais maîtrisé l'art de l'invisibilité. Je gardais mes problèmes pour moi, souriais quand les adultes me demandaient comment j'allais, et ne laissais jamais personne voir à quel point je me sentais désespérément seul. Je pensais que papa avait juste besoin de temps pour faire son deuil. Je pensais qu'il finirait par se souvenir qu'il avait une fille qui avait besoin de lui, mais papa se noyait et il avait oublié comment nager. En y repensant maintenant, je réalise que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire les murs qui me protégeraient pendant les 15 années suivantes. Je ne savais tout simplement pas que la plus grande épreuve était encore à venir. La consommation d'alcool de papa a empiré après qu'il a perdu son emploi chez le concessionnaire. Apparemment, se présenter ivre pour vendre des voitures n'est pas bon pour les affaires. Qui l'aurait cru ?
Il a tenu près de 2 ans après la mort de maman avant que son patron n'en ait finalement assez. Je l'ai découvert quand Madame Henderson d'un accent grave côté a mentionné l'avoir vu tituber dans le quartier à midi un mardi. « Ton papa ne devrait-il pas être au travail ?» a-t-elle demandé alors que je prenais le courrier. J'ai juste haussé les épaules et je suis rentré. Que étais-je censé dire? Que mon père était devenu un ivrogne professionnel. Sans son travail, l'horaire de boisson de papa est devenu encore plus créatif. Il disparaissait pendant des heures, puis revenait avec des sacs d'épicerie qui contenaient plus de bière que de nourriture réelle. Je suis devenu doué pour préparer des repas à partir de n'importe quels ingrédients aléatoires qu'il jetait dans le chariot lors de ses virées shopping brumeuses. Le maïs en conserve et les crackers sont devenus un mets de choix chez nous, mais d'une manière ou d'une autre, papa réussissait toujours à acheter son alcool. Incroyable comment ça fonctionnait. Nous manquions de lait, de pain, et de tout ce qui ressemblait à une véritable nutrition, mais il y avait toujours une nouvelle bouteille de whisky sur le comptoir de la cuisine. Ses priorités étaient claires comme de l'eau de roche, et je n'en faisais pas partie. C'est là que les week-ends solitaires chez les amis ont commencé. Je m'invitais chez Jessica ou Maria, espérant que leurs parents me donneraient à dîner et me laisseraient rester tard. J'étais devenue une experte pour programmer ces visites autour des heures de repas. Leur mère insistait toujours pour que je mange avec elle, et j'acceptais gracieusement tout en célébrant intérieurement un autre vrai repas. Ruby est toujours si polie, je les entendais se dire. Si seulement elle savait que j'étais juste désespérément affamé. Le pire n'était pas la négligence. C'était de voir papa disparaître petit à petit. Parfois, j'entrevoyais des bribes de l'homme qu'il était autrefois. Il voyait une photo de maman et ses yeux s'éclaircissaient un instant, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important, mais ensuite il attrapait à nouveau la bouteille, et cette clarté s'évanouissait. J'ai commencé à faire des petits boulots dans le quartier quand j'avais 13 ans. Madame Chen me payait pour désherber son jardin. Monsieur Williams me donnait $5 pour laver sa voiture. Rien de majeur, mais assez pour acheter des tampons et du déodorant. Les produits de base que papa n'a jamais pensé à fournir. Je gardais l'argent caché dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Même ivre, papa avait un talent pour trouver de l'argent quand il avait besoin d'une autre bouteille. L'école restait mon refuge, mais j'en avais assez de trouver des excuses. Pourquoi ton père n'a-t-il pas signé ton autorisation? Où est ton parent pour la conférence? Je suis devenue une maîtresse de la contrefaçon par nécessité. La signature de papa sur les formulaires scolaires m'est devenue aussi familière que ma propre écriture. Mes notes sont restées correctes, principalement parce que je n'avais rien d'autre à faire. Pendant que d'autres enfants rentraient à la maison pour des dîners en famille et de l'aide aux devoirs, je rentrais au silence et à tout programme éducatif que je pouvais trouver sur notre câble de base. La chaîne Discovery m'a appris plus sur la vie que mon père ne l'a jamais fait. Mais le vrai signal d'alarme est venu pour mon 14e anniversaire. Je me suis réveillé en attendant quelque chose. Pas une fête. Je n'étais pas délirante, mais peut-être une reconnaissance que j'avais survécu une autre année sous sa garde. Au lieu de cela, j'ai trouvé papa évanoui dans la baignoire, portant encore les vêtements de la veille. Je me suis fait des pancakes avec une préparation que j'avais achetée avec mon argent de tonte de pelouse et je les ai mangés seul à notre table de cuisine. Le silence semblait plus lourd ce jour-là, comme si la maison elle-même retenait son souffle. C'est là que j'ai réalisé que j'attendais qu'il revienne, que le deuil se termine, qu'il se souvienne qu'il avait une fille. Mais papa ne revenait pas. Cette version de lui, l'ivrogne, le fantôme, l'étranger, c'était ce qu'il était maintenant. Et j'étais seul. J'ai soufflé une seule bougie que j'avais plantée dans mes pancakes et j'ai fait un vœu. Non pas pour que papa aille mieux, non pas pour que les choses redeviennent comme avant la mort de maman. J'ai souhaité avoir la force de survivre à ce qui allait suivre. Je ne savais pas que j'allais avoir besoin de chaque once de cette force plus tôt que je ne le pensais. Quand j'ai eu 15 ans, papa a ramené à la maison sa solution à nos problèmes. Elle s'appelait Karen, et elle est arrivée avec une valise, une attitude, et absolument aucun intérêt à être une figure maternelle pour qui que ce soit. Elle avait peut-être 5 ans de moins que maman aurait eu, avec des cheveux blonds décolorés et un rire qui ressemblait à celui d'une mouette mourante. Ruby, voici Karen, a annoncé papa un mardi soir, comme s'il présentait un nouveau meuble. Elle va rester avec nous. Karen m'a regardé de haut en bas comme si elle évaluait du bétail. Alors, c'est toi la gamine, a-t-elle dit en allumant une cigarette dans notre salon. Steve m'a dit que tu étais plutôt autonome. Autonome? C'était la façon de papa de dire qu'il me négligeait depuis 5 ans.
Mais bien sûr, appelons ça de l'autonomie. Karen n'a pas amélioré notre situation. Elle l'a juste rendue plus compliquée. Elle avait son propre argent provenant de n'importe quel travail qu'elle prétendait avoir, et elle faisait les courses régulièrement. Le problème, c'est qu'elle semblait penser que la nourriture était un privilège que je devais mériter. Elle achetait des provisions, puis les organisait de manière à indiquer clairement ce que j'avais le droit de toucher et ce que je n'avais pas le droit. Ces yaourts sont pour Steve et moi, disait-elle en montrant le réfrigérateur. Il y a du beurre de cacahuète dans le placard si tu as faim. Elle préparait le dîner pour elle et papa, remplissant la maison d'odeurs qui faisaient gargouiller mon estomac, puis agissait surprise quand j'apparaissais dans la cuisine. Oh, je n'avais pas réalisé que tu mangerais avec nous ce soir, disait-elle, comme si j'étais une invitée à dîner dans ma propre maison. Les jeux psychologiques étaient épuisants. Elle cachait des encas dans sa chambre, enfermait certains aliments, et créait cette atmosphère où je me sentais comme si je volais si je prenais ne serait-ce qu'une pomme sans permission. Pendant ce temps, papa était soit trop ivre pour le remarquer, soit trop reconnaissant de l'attention de Karen pour se soucier de la façon dont elle me traitait. Karen a également apporté sa propre marque de critique à notre maison. Selon elle, j'étais ingrate, paresseuse et gâtée. C'était riche venant d'une femme qui avait emménagé avec un ivrogne qu'elle connaissait à peine. Mais la logique n'était pas le point fort de Karen. À ton âge, je travaillais à plein temps et je subvenais aux besoins de ma famille, me disait-elle en se limant les ongles. Vous les jeunes, aujourd'hui, vous avez la vie trop facile. Je voulais souligner que je subvenais essentiellement à mes propres besoins depuis l'âge de 10 ans. Mais discuter avec Karen, c'était comme essayer de raisonner avec un mur de briques. Inutile et susceptible de vous donner mal à la tête. Alors, j'ai commencé à travailler plus. Madame Patterson avait besoin de quelqu'un pour garder son petit-fils après l'école. Les Johnson m'ont embauché pour nettoyer leur maison le week-end. Monsieur Davis me payait pour promener son chien chaque matin avant l'école. Je ne gagnais pas seulement de l'argent. Je gagnais du temps loin de la maison où je n'avais pas à regarder Karen jouer à la ménagère avec mon père tout en me traitant comme une colocataire indésirable. L'argent allait dans mes économies de la boîte à chaussures, que j'avais déplacée dans une nouvelle cachette après avoir surpris Karen en train de fouiner dans ma chambre. Elle a prétendu qu'elle ne faisait que ranger, mais je savais mieux. La confiance ne coulait pas vraiment à flot dans notre foyer. Papa semblait plus heureux avec Karen, ce qui aurait dû me rendre heureuse aussi. Mais le voir rire de ses blagues et lui acheter des petits cadeaux tout en reconnaissant à peine mon existence, c'était comme être effacé au ralenti. Il avait trouvé quelqu'un qui voulait boire avec lui au lieu de lui demander d'arrêter. Quelqu'un qui ne lui rappelait pas maman ou ne représentait pas une responsabilité qu'il n'était pas prêt à assumer. Certains soirs, je restais allongé dans mon lit à les écouter rire et parler en bas, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Je pensais à maman et me demandais ce qu'elle penserait de cette femme dormant dans son lit, portant ses bijoux et traitant sa fille comme une employée. Mais j'apprenais quelque chose d'important sur la survie. Parfois, il faut attendre que la tempête passe au lieu de la combattre. Karen pouvait contrôler la cuisine et manipuler papa, mais elle ne pouvait pas toucher à ma détermination ou à mon indépendance croissante. Chaque travail que je prenais, chaque dollar que j'économisais, chaque compétence que j'apprenais construisait quelque chose de plus grand. Je ne savais simplement pas encore que Karen était sur le point de tester exactement à quel point j'étais devenue forte. Le point de rupture est survenu 6 mois après l'emménagement de Karen. J'avais économisé de l'argent pour de nouvelles chaussures d'école. Les miennes avaient des trous qui laissaient passer l'eau chaque fois qu'il pleuvait. Après 3 mois à promener des chiens, faire du babysitting et nettoyer des maisons, j'avais finalement économisé assez pour acheter une paire décente qui pourrait durer plus d'un semestre. Je gardais l'argent dans une petite boîte à bijoux en bois que j'avais trouvée dans une friperie. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait un petit cadenas, et je la cachais sous mon lit derrière de vieux manuels scolaires. 53 $ en billets froissés et en pièces. Cela aurait aussi bien pu être une fortune pour moi. Ce jeudi après-midi, je suis rentré de l'école avec l'intention de compter mon argent une dernière fois avant la virée shopping du week-end. Mais quand j'ai cherché sous mon lit, la boîte avait disparu. Simplement disparu. J'ai retourné ma chambre pour la chercher. Peut-être que je l'avais déplacée et oubliée. Peut-être qu'elle était tombée derrière la commode. Mais au fond de moi, je savais exactement ce qui s'était passé. Et bien sûr, quand je suis descendu, j'ai trouvé Karen dans le salon en train de se faire les ongles, portant une veste toute neuve qui avait encore les étiquettes. Belle veste, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Merci, a dit Steve.
Je méritais quelque chose de joli. Elle n'a même pas levé les yeux de ses ongles. Où as-tu trouvé l'argent pour ça? C'est alors qu'elle a finalement croisé mon regard. Et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle prenait plaisir à ça. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, ma chérie. Mon argent, de ma boîte à bijoux. 53 $. Le visage de Karen s'est transformé en une image de confusion innocente qui était si fausse que c'en était presque impressionnant. Une boîte à bijoux? Ruby, ma chérie, je crois que tu es peut-être confuse. Steve et moi sommes allés faire les magasins aujourd'hui, mais nous avons utilisé son argent. J'ai cherché papa du regard, mais bien sûr, il était introuvable. Probablement évanoui à l'étage ou assis dans un bar quelque part, complètement inconscient du fait que sa petite amie volait sa fille. Je sais que tu l'as pris, ai-je dit, ma voix devenant plus forte malgré moi. C'est une accusation très grave. Karen s'est levée soudainement, tout en indignation vertueuse. Je n'apprécie pas d'être traitée de voleuse dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, ai-je rétorqué. Et c'était mon argent. J'ai travaillé pendant des mois pour l'économiser. Prouve-le, a-t-elle dit avec un sourire narquois qui m'a donné envie de crier. C'est alors que papa est entré en titubant par la porte d'entrée, portant encore ses vêtements de travail de l'emploi à temps partiel qu'il avait réussi à garder. Il nous a regardés nous affronter dans le salon et est immédiatement passé en mode gestion de crise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, mais il me regardait comme si j'étais le problème. « Ta fille m'accuse de vol », a dit Karen. Et je jure qu'elle a réussi à se faire pleurer sur commande. J'essayais juste d'être gentil avec elle et elle m'attaque comme ça. Le visage de papa s'est assombri. Il s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas seulement de la déception, mais de la colère réelle. « Ruby, excuse-toi auprès de Karen, tout de suite. Elle a volé mon argent. Papa, 53 $ que j'avais économisé pour des chaussures. Ça suffit, a-t-il dit, sa voix portant cette articulation pâteuse particulière qui signifiait qu'il avait bu. Karen n'a été que bonne pour nous. Et c'est comme ça que tu la traites? Je l'ai regardé, incrédule. Cet homme qui m'avait à peine parlé depuis des mois défendait maintenant la femme qui m'avait volé. Papa, s'il te plaît, écoute. Non, toi, écoute. Tu as 16 ans, Ruby. Il est temps que tu apprennes que le monde ne tourne pas autour de toi. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué. 6 ans de négligence, des mois de guerre psychologique de Karen, et maintenant être traité d'égoïste pour avoir voulu récupérer mon propre argent. C'en était trop. Tu as raison, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Le monde ne tourne pas autour de moi. Je l'ai appris quand maman est morte et que tu as décidé que l'alcool était plus important que ta fille. Je l'ai appris quand j'ai dû m'élever seul pendant que tu faisais ton deuil. Et je l'apprends maintenant. En te regardant choisir ta petite amie plutôt que ta propre enfant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de papa est passé par plusieurs émotions. La surprise, la douleur, et finalement la rage. Sors, a-t-il dit doucement. Quoi? J'ai dit sors. Fais tes bagages et sors de ma maison. Si tu ne peux pas montrer de respect à la femme que j'aime, alors tu n'as pas ta place ici. Karen n'a même pas essayé de cacher sa satisfaction. Elle avait gagné et nous le savions tous. En y repensant, j'ai réalisé que ce moment était un cadeau. Même si j'avais l'impression que c'était la fin du monde, papa m'avait finalement montré exactement où je me situais dans ses priorités. Et Karen avait révélé sa vraie nature. L'incertitude était terminée. Maintenant, je savais exactement à quoi j'avais affaire. Alors je suis monté et j'ai commencé à faire mes bagages, parce que parfois, la seule façon d'avancer est de traverser l'épreuve. J'ai emballé tout ce que je possédais dans 3 sacs poubelles, ce qui en dit assez long sur ma vie à 16 ans. Des vêtements, quelques livres, les rares photos de maman que j'avais réussi à sauver, et les restes de ma dignité. Papa était assis dans le salon à boire pendant que Karen me regardait descendre les escaliers avec toute mon existence. Aucun d'eux n'a dit un mot. Sortir par cette porte d'entrée était surréaliste. J'avais vécu dans cette maison toute ma vie, et maintenant je partais avec moins que ce que la plupart des gens emportent pour un week-end. Mais honnêtement, le plus effrayant n'était pas d'être sans abri. C'était le soulagement que je ressentais. La tension constante, la marche sur des œufs, le sentiment d'être une invitée indésirable dans ma propre maison. C'était enfin terminé.
Madame Patterson, la dame de l'église qui m'avait donné des vêtements de don au fil des ans, m'a laissé utiliser son téléphone pour appeler ma cliente de babysitting, Madame Morrison. Je gardais ses 3 enfants après l'école depuis 6 mois. Et elle avait toujours été gentille avec moi. Quand j'ai expliqué ma situation sans entrer dans les détails sur l'alcoolisme de papa ou le vol de Karen, elle n'a pas hésité. « Viens tout de suite », a-t-elle dit. « On va trouver une solution. » Madame Morrison vivait dans une petite maison de l'autre côté de la ville avec ses 3 enfants, Emma, 8 ans, Joshua, 6 ans, et le bébé Sarah. Son mari l'avait quittée à la naissance de Sarah, et elle travaillait en double service au restaurant pour joindre les 2 bouts. Quand je suis arrivé à sa porte avec mes sacs poubelles, elle m'a regardé et m'a prise dans ses bras. « La chambre d'amis est à toi », a-t-elle dit simplement. « En échange, tu garderas les enfants à plein temps et tu aideras à la maison. Je ne peux pas te payer beaucoup plus que ce que je payais déjà, mais tu auras un toit sur la tête et de la nourriture dans l'estomac. » Ce n'était pas de la charité. C'était un arrangement commercial qui nous profitait à toutes les deux. Elle avait besoin d'une garde d'enfants fiable et j'avais besoin d'un endroit où vivre. Plus important encore, elle m'a traité comme une personne au lieu d'un problème à résoudre. Vivre avec la famille Morrison a été la première fois depuis des années que je me suis senti faire partie de quelque chose de normal. Nous dînions ensemble tous les soirs. Madame Morrison me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait réellement les réponses. Les enfants m'ont accepté comme faisant partie de leur routine et le bébé Sarah s'illuminait quand elle me voyait le matin. J'ai terminé ma première année de lycée en vivant là-bas, maintenant mes notes malgré tout ce qui s'était passé. Madame Morrison s'assurait que j'avais de l'argent pour le déjeuner et des fournitures scolaires, sans jamais me faire sentir que je lui devais quoi que ce soit au-delà de la garde d'enfants que nous avions convenue. Mais la meilleure partie était la stabilité. Pour la première fois depuis la mort de maman, je pouvais compter sur les choses. Le dîner avait lieu à 18h. Quelqu'un remarquerait si je ne rentrais pas à la maison. Il y avait des règles et des attentes, mais elles avaient du sens et s'appliquaient à tout le monde. Je n'ai pas eu de nouvelles de papa de toute l'année. Pas pour mon anniversaire, pas à Noël, pas quand j'ai été au tableau d'honneur. Ça faisait mal, mais ça m'a aussi libéré du cycle épuisant d'espoir et de déception qui avait défini notre relation. Il avait fait son choix, et j'apprenais à vivre avec le mien. En terminale, j'ai postulé dans des universités avec l'aide de Madame Morrison. Mes notes étaient assez bonnes pour des bourses, et je travaillais régulièrement depuis 3 ans. J'avais des options, ce qui ressemblait à un miracle compte tenu d'où j'étais parti. L'université d'État locale m'a offert une bourse d'études complète au mérite. Ce n'était qu'à 30 minutes, ce qui signifiait que je pouvais continuer à vivre avec les Morrison et aider avec les enfants pendant mes études. Madame Morrison a pleuré quand je lui ai montré la lettre d'acceptation. « Je suis si fière de toi », a-t-elle dit. Et j'ai réalisé que c'étaient des mots que j'attendais d'entendre d'une figure parentale depuis la majeure partie de ma vie. L'université était exigeante mais gérable. J'ai étudié l'administration des affaires, pensant que cela me donnerait des compétences pratiques pour n'importe quelle carrière que je choisirais. J'ai continué le babysitting pour de l'argent supplémentaire et pour aider Madame Morrison, qui était devenue comme une mère pour moi de toutes les manières qui comptent. Pendant ma 2e année, j'ai économisé assez d'argent pour acheter une Honda Civic d'occasion. Elle n'était pas très belle, mais elle était à moi. Achetée avec l'argent que j'avais gagné. Avoir mon propre moyen de transport ressemblait à la liberté ultime, la capacité d'aller n'importe où, de ne dépendre de personne d'autre pour la mobilité de base. Cette voiture représentait tout ce que j'avais construit pour moi-même. L'indépendance, le travail acharné et la possibilité d'un avenir au-delà des limites de mon enfance. Je faisais parfois de longues balades juste parce que je le pouvais, fenêtre baissée et musique à fond, ayant l'impression de conduire vers quelque chose de mieux. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire à 21 ans, j'avais une solide expérience professionnelle, des économies, un moyen de transport fiable et, plus important encore, une vision claire de ce que je voulais, construire une vie complètement différente du chaos dans lequel j'avais grandi. Je voulais la stabilité, le succès et la sécurité qui venaient du fait de dépendre de moi-même. La seule question était où construire cette vie, et je connaissais déjà la réponse. N'importe où sauf ici. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à planifier ma fuite de tout ce qui me rappelait mon enfance. J'avais économisé de l'argent tout au long de l'université, en travaillant à temps partiel en plus du babysitting pour les Morrison, et j'avais assez pour un nouveau départ ailleurs. Le problème était de décider où aller.
Cette décision a été prise pour moi quand j'ai appris que papa avait été renvoyé de son dernier emploi pour s'être à nouveau présenté ivre. Madame Patterson en a parlé à l'église, ainsi que du fait qu'il avait été vu titubant en ville en demandant de l'argent aux gens. L'image mentale de mon père faisant la manche pendant que Karen restait à côté était suffisante pour me convaincre que je devais quitter cette ville avant que ces problèmes ne redeviennent les miens. J'ai postulé à des emplois dans des hôpitaux de 3 villes différentes, tout à au moins 4 heures de route. Mon diplôme en administration des affaires, plus mon expérience avec les enfants Morrison, faisait de moi une candidate correcte pour des postes administratifs dans le secteur de la santé. Lorsque l'hôpital pour enfants de Clayton m'a offert un poste de premier échelon dans leur service aux patients, je n'ai pas hésité. Le plus difficile a été de quitter les Morrison. Madame Morrison a pleuré. Les enfants m'ont fait promettre de leur rendre visite et la petite Sarah, qui n'était plus vraiment un bébé à 4 ans, a demandé si elle pouvait venir avec moi. J'avais vécu avec eux pendant 5 ans, et ils m'avaient donné quelque chose que je n'avais jamais eu, un environnement familial fonctionnel. Tu auras toujours une maison ici, m'a dit Madame Morrison alors que je chargeais ma voiture avec tout ce que je possédais, ce qui était encore pathétiquement peu, mais au moins ce n'était plus dans des sacs poubelles. Et Ruby, les erreurs de ton père ne te définissent pas. Tu l'as prouvé. J'ai conduit jusqu'à Clayton un dimanche matin à la fin de l'été, les fenêtres baissées, me sentant comme si je perdais une vieille peau. La ville était plus grande que tout ce que j'avais connu, pleine de possibilités et de gens qui ne connaissaient pas mon histoire. Je pouvais être qui je voulais. J'ai trouvé un petit studio dans une maison avec 3 autres colocataires, tous des professionnels qui restaient discrets mais étaient assez amicaux. C'était minuscule, à peine plus grand qu'une chambre d'hôtel, mais c'était à moi. J'avais ma propre clé, mon propre espace, et personne ne me demandait où j'allais ou quand je serais de retour. Le travail à l'hôpital pour enfants était parfait pour moi. J'étais doué pour les tâches administratives, excellente avec les systèmes informatiques, et mon expérience avec les enfants Morrison m'avait appris à communiquer avec les familles en situation de stress. En 6 mois, je gérais les cas les plus difficiles et je gagnais la reconnaissance de mes supérieurs. Mais ce que j'aimais le plus, c'était la stabilité. Des horaires réguliers, un salaire stable, une assurance maladie, des congés payés, toutes les choses sur lesquelles je n'avais jamais pu compter en grandissant. J'ai commencé à me constituer un compte d'épargne, à planifier l'avenir, à me fixer des objectifs au-delà de la simple survie au jour le jour. J'ai aussi découvert que j'avais un talent pour l'organisation et la résolution de problèmes qui allaient au-delà du simple travail administratif. Lorsque l'hôpital a mis en place un nouveau système de gestion des patients, je l'ai assimilé plus vite que n'importe qui d'autre dans le service. Lorsque les familles ne parvenaient pas à naviguer dans les exigences de l'assurance, je trouvais des moyens de les aider à accéder aux soins dont leurs enfants avaient besoin. Ma supérieure, Janet, a commencé à me confier des projets plus complexes. Tu as d'excellents instincts pour ce travail, m'a-t-elle dit lors de mon premier bilan annuel. As-tu envisagé de retourner à l'école pour l'administration des soins de santé? L'idée ne m'était pas venue à l'esprit, mais une fois qu'elle l'a mentionné, je n'ai pas pu cesser d'y penser. J'ai fait des recherches sur les programmes de 2e cycle, j'en ai trouvé un qui offrait des cours du soir pour les professionnels, et j'ai postulé. Quand j'ai été accepté avec une aide financière partielle, j'ai eu l'impression de construire enfin la vie dont je rêvais pendant toutes ces nuits solitaires dans la maison de papa. Équilibrer le travail et les études supérieures était épuisant, mais c'était le bon type d'épuisement, celui qui vient du travail vers quelque chose de significatif au lieu de simplement essayer de survivre. J'apprenais la politique de santé, la gestion organisationnelle et les principes de leadership. Plus important encore, je me prouvais que je pouvais gérer tous les défis que je choisissais d'affronter. À ma 2e année à Clayton, j'avais été promu 2 fois et j'étais bien avancé dans mon programme de 2e cycle. J'avais un appartement plus grand, un petit groupe d'amis du travail, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment indépendante. Je ne survivais pas seulement, je prospérais. Mais le succès a une façon de propager les nouvelles, et les petites villes ont la mémoire longue. J'aurais dû savoir que ma nouvelle stabilité ne resterait pas secrète pour toujours. J'aurais dû m'attendre à ce que mon passé finisse par me rattraper. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il se présente ivre à ma porte, la main tendue, exigeant le paiement d'une enfance que je préférais oublier. À 24 ans, je vivais la vie dont j'avais rêvé pendant ces nuits affamées dans la maison de papa. J'avais un bureau d'angle à l'hôpital pour enfants, une maîtrise en administration des soins de santé, et un salaire qui me permettait de dormir paisiblement sans compter chaque dollar. Mes collègues respectaient mon travail. Les familles de mes patients faisaient confiance à mes conseils,
et j'avais construit quelque chose de réel à partir de rien du tout. La promotion au poste de directrice des services aux patients était venue avec une augmentation significative et de réelles responsabilités. Je supervisais une équipe de 12 personnes, mettant en œuvre de nouveaux systèmes qui aidaient réellement les familles à naviguer dans le labyrinthe des soins de santé. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais sincèrement fier de ce que j'avais accompli. Mon appartement s'était transformé en un véritable foyer, pas seulement un endroit où dormir entre les quarts de travail, mais un lieu où je voulais réellement passer du temps. J'avais des meubles assortis, des œuvres d'art sur les murs, et une cuisine remplie de nourriture que j'avais achetée parce que j'en avais envie, pas parce que c'était l'option la moins chère. La meilleure partie était la paix. Pas de marche sur des œufs. Pas de crainte que quelqu'un me vole. Pas de confrontation dramatique pour un respect de base. Juste une paix tranquille, stable et prévisible. Je pouvais rentrer à la maison après une longue journée, me verser un verre de vin, et me détendre réellement. C'était un luxe que je n'avais jamais connu en grandissant. J'avais aussi commencé à sortir avec quelqu'un de bien pour la première fois de ma vie. Marc était infirmier en soins intensifs pédiatriques, et il était tout ce que papa n'était pas: fiable, sobre, et sincèrement intéressé par mes pensées et mes sentiments. Nous étions ensemble depuis 8 mois, et il ne m'avait jamais fait douter de ma valeur ou de ma santé mentale. Un concept nouveau, vraiment. Mais le succès, j'allais l'apprendre, a une façon d'attirer exactement le genre d'attention que vous ne voulez pas. Cela a commencé assez innocemment. Madame Morrison m'a appelé un soir alors que je préparais le dîner, juste pour prendre des nouvelles comme elle le faisait toutes les quelques semaines. Nous étions restés proches même après mon déménagement à Clayton, et elle était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire de mon enfance. Ruby, ma chérie, a-t-elle dit, et quelque chose dans son ton m'a fait éteindre la cuisinière. J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui. Un homme a demandé de tes nouvelles, voulant savoir où tu travaillais maintenant. Mon sang se glaça. Quel genre d'homme? Il a dit qu'il était ton père. Il semblait, eh bien, il n'avait pas l'air bien. Il avait du mal à articuler, demandant si je savais comment te contacter. Je lui ai dit que je n'avais pas eu de tes nouvelles depuis des années. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Après 5 ans de silence, papa s'intéressait soudainement à mes allées et venues. Cela ne pouvait pas être une bonne nouvelle. A-t-il dit ce qu'il voulait? Non, mais Ruby. Madame Morrison hésita. Il était au courant de ton travail à l'hôpital. Il a mentionné que tu étais une sorte de directrice maintenant. Comment pouvait-il savoir ça? C'est là que les pièces du puzzle se sont assemblées. Madame Patterson de l'église. La femme qui m'avait donné des vêtements de don quand j'étais enfant. Elle était toujours amie avec Madame Morrison et elle avait un talent pour les ragots. Si quelqu'un allait répandre la nouvelle de mon succès dans ma ville natale, ce serait elle. Merci pour l'avertissement, ai-je dit à Madame Morrison. Et s'il rappelle, s'il te plaît, ne lui donne aucune information. Bien sûr que non, mais Ruby, sois prudente. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui était simplement curieux de ta vie. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, sentant comme une ombre s'abattre sur ma nouvelle vie parfaite. Pourquoi papa voudrait-il soudainement me contacter après des années de silence complet? Il avait clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue dans son monde quand il avait choisi Karen plutôt que sa propre fille. Que pouvait-il bien vouloir maintenant? La réponse, je le soupçonnais, avait tout à voir avec l'argent. La nouvelle était parvenue jusqu'à lui que sa fille abandonnée réussissait bien. Et soudain, papa s'est souvenu qu'il avait une famille. Quelle commodité! J'ai essayé de repousser l'inquiétude et de me concentrer sur ma routine normale, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose se préparait. D'après mon expérience, lorsque les alcooliques s'intéressent soudainement à votre succès, ce n'est jamais parce qu'ils sont fiers de vous. L'appel téléphonique est arrivé 3 jours plus tard, juste au moment où je me préparais pour le travail. Numéro inconnu, mais quand j'ai répondu, j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Ruby, c'est toi, ma chérie? La voix de papa était exactement comme dans mes souvenirs. Rauque, pâteuse, avec ce ton particulier que les alcooliques utilisent quand ils essaient de paraître sobres et échouent lamentablement. Le mot « ma chérie » me donna la chair de poule. Il ne m'avait jamais appelé comme ça quand j'avais réellement besoin d'un père. Que veux-tu, papa? Est-ce une façon de saluer ton vieux père? J'essaie de te trouver depuis des mois. J'ai entendu dire que tu réussissais très bien là-haut dans la grande ville. Que veux-tu, ai-je répété.
Un père ne peut-il pas simplement vouloir voir sa fille? On pourrait peut-être se voir, prendre des nouvelles. Je suis vraiment fier de ce que tu as accompli. Fier, vraiment? L'homme qui m'avait mise à la porte à 16 ans était soudainement fier de moi. Je pouvais presque sentir la manipulation à travers le téléphone. Je suis occupé, papa. J'ai un travail à faire. C'est de ça que je voulais parler, en fait. Ce travail à toi. Directrice dans un hôpital chic, gagnant bien ta vie. Tu as toujours été la plus intelligente. Et voilà. Il ne voulait pas se réconcilier ou faire amende honorable. Il voulait quelque chose et cela impliquait mon travail et mon argent. Je raccroche maintenant. Ruby, attends. Il faut qu'on se parle en personne. C'est important. Non, ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Parce que la famille, c'est la famille et il y a des choses dont nous devons discuter. Des choses sur ce que tu dois. Ce que je dois. L'audace de cet homme était à couper le souffle. Je ne te dois rien, ai-je dit, ma voix devenant dangereusement calme. Si quoi que ce soit, c'est toi qui me dois environ 10 ans de pension alimentaire et des excuses. Ce n'est pas comme ça que je le vois, a dit papa, et sa fausse chaleur disparaissait pour révéler quelque chose de plus laid en dessous. Je t'ai nourri, habillé, mis un toit sur ta tête pendant 16 ans. Ce n'était pas gratuit. Je lui ai raccroché au nez. Mes mains tremblaient et j'avais l'impression d'avoir à nouveau 16 ans. D'être traité d'ingrate pour avoir voulu des nécessités de base comme la nourriture et la sécurité. Mais je n'avais plus 16 ans. J'avais 24 ans, financièrement indépendante et assez forte pour me protéger de tout ce que papa préparait. Du moins, c'est ce que je me suis dit en allant au travail, essayant d'ignorer la certitude croissante que cet appel téléphonique n'était que le début. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Papa n'a pas rappelé pendant 2 semaines, et j'ai commencé à espérer qu'il avait peut-être abandonné le plan qui mijotait dans son cerveau imbibé d'alcool. J'aurais dû mieux savoir. Les toxicomanes n'abandonnent pas quand ils pensent qu'il y a de l'argent en jeu. Ils changent simplement de tactique. Le premier signe de problème est apparu quand je suis rentré du travail un mardi soir et que j'ai trouvé ma voisine âgée, Madame Chen, qui attendait près de la porte de mon appartement, l'air inquiète. Ruby, ma chère, a-t-elle dit en se tordant les mains. Il y avait un homme ici plus tôt qui demandait après vous. 2 personnes, en fait. Il semblait, eh bien, il n'avait pas l'air bien. Mon estomac s'est noué. À quoi ressemblait-il? Un homme plus âgé, probablement dans la cinquantaine, très mince, et une femme aux cheveux décolorés. Il sentait l'alcool. Et la femme semblait, je ne sais pas comment le dire poliment, mal en point, agitée. Papa et Karen, bien sûr, parce qu'apparemment ma vie n'était pas complète sans que mon traumatisme d'enfance ne se présente littéralement à ma porte. Que voulaient-ils? Ils ont dit qu'ils étaient de votre famille, en visite. Ils ont demandé quel était votre appartement, à quelle heure vous rentriez habituellement. Je leur ai dit que je ne vous connaissais pas assez bien pour donner ce genre d'informations. Madame Chen a fait une pause. Ai-je eu raison d'être méfiante? Absolument. Merci de ne rien leur avoir dit. Je lui ai offert mon meilleur sourire rassurant pendant que mon esprit s'emballait. S'ils reviennent, s'il vous plaît, n'engagez pas la conversation avec eux et appelez la police s'ils ne partent pas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant à chaque bruit dans le couloir. Comment avait-il trouvé mon adresse? Plus important encore, que comptait-il en faire? J'ai eu ma réponse le lendemain soir en rentrant chez moi pour les trouver assis sur les marches devant mon immeuble. Papa avait l'air pire que ce que j'imaginais. Décharné, la peau jaunie, portant des vêtements qui flottaient sur sa silhouette comme s'il jouait à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Karen avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 5 ans. Son visage était creux et nerveux d'une manière qui criait la consommation de drogue. Voilà notre fille qui a réussi, a dit papa en se levant difficilement. Tu es bien chic dans tes vêtements de travail. Je me suis arrêté à environ 3 mètres, chaque instinct me disant de fuir. Mais c'était ma maison, ma vie, et je n'allais pas les laisser me chasser de ce que j'avais construit. Vous devez partir, ai-je dit calmement. Ce n'est pas une façon de traiter la famille, a glapi Karen, sa voix aiguë et cassante. Nous avons fait tout ce chemin juste pour te voir. J'ai dit, partez maintenant. La fausse amabilité de papa s'est évaporée. Nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas obtenu ce pourquoi nous sommes venus, c'est-à-dire ce que tu nous dois,
a-t-il dit en se rapprochant. Je pouvais sentir l'alcool et autre chose. Quelque chose de chimique et de mauvais. 16 ans de nourriture, de logement, de vêtements. Tu crois que c'était gratuit? La pure folie de sa logique aurait été drôle si elle n'était pas si terrifiante. Cet homme qui m'avait négligé, avait permis à sa petite amie de me voler et m'avait mise à la porte à l'adolescence, prétendait maintenant que je lui devais de l'argent pour sa pathétique excuse de parentalité. Tu plaisantes, j'espère. Ai-je l'air de plaisanter? La voix de papa devenait plus forte, attirant l'attention des autres résidents. Tu gagnes bien ta vie maintenant, tu vis dans un bel endroit, tu conduis une belle voiture. Il est temps de rembourser la famille qui a rendu tout cela possible. La famille qui a rendu cela possible. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire même si rien dans cette situation n'était drôle. Papa, tu m'as littéralement mise à la porte avec des sacs poubelles quand j'avais 16 ans. J'ai réussi jusqu'ici malgré toi. Pas grâce à toi. Karen s'est avancée. Ses mouvements saccadés et imprévisibles. Tu te crois tellement meilleur que nous maintenant, n'est-ce pas? Avec ton travail chic et ton attitude. Je pense que je suis différente de vous, ai-je corrigé. Je travaille pour mon argent au lieu d'essayer de le voler à des enfants. Ça a fait mouche. Le visage de Karen est devenu rouge et elle a commencé à s'avancer avant que papa ne la retienne par le bras. Voici ce qui va se passer, a dit papa, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. Tu vas venir avec nous à la banque tout de suite. Tu vas retirer de l'argent, assez pour couvrir ce que nous avons dépensé pour t'élever. Et tu le feras avec le sourire parce que la famille prend soin de la famille. Et si je refuse? Papa a regardé autour de lui, le bel immeuble, les voitures chères dans le parking, le quartier respectable que j'avais travaillé si dur à me payer. Ce serait dommage que tes collègues de cet hôpital chic apprennent ta situation familiale, comment ton propre père a dû te mettre à la porte pour avoir été ingrate et irrespectueuse. Ça pourrait les faire se demander quel genre de personnes ils ont vraiment embauché. La menace flottait dans l'air entre nous. Il parlait de détruire ma réputation, ma carrière, tout ce que j'avais construit. Et le pire, c'est que je pouvais voir dans ses yeux qu'il était sérieux. L'addiction avait dépouillé tout amour ou instinct paternel qu'il aurait pu avoir autrefois, ne laissant derrière que le désespoir et le sentiment de droit. Karen hochait la tête avec empressement. Nous savons où tu travailles. Nous connaissons ta routine. Nous n'irons nulle part tant que tu n'auras pas payé. J'ai regardé ces deux personnes, mon père et la femme qui avaient aidé à détruire mon enfance, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui a en fait apporté un calme étrange. Ils pensaient avoir affaire à la même adolescente effrayée et impuissante qu'ils avaient mise à la porte des années auparavant. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu. D'accord, ai-je dit doucement. Allons à la banque. Le visage de papa s'est fendu d'un sourire triomphant. Voilà qui est mieux. Je savais que tu entendrais raison. Karen a applaudi comme une enfant à qui on vient de promettre des bonbons. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de tomber dans leur propre piège. Car pendant qu'ils étaient occupés à détruire leur vie avec des substances et de mauvaises décisions, j'avais appris à penser stratégiquement, à planifier, et surtout, à me protéger contre ce genre de prédateurs. La banque allait devenir très intéressante. La First National Bank n'était qu'à 3 pâtés de maison de mon appartement, mais la marche m'a semblé la plus longue de ma vie. Papa gardait une prise sur mon coude, pas assez serrée pour paraître forcé aux observateurs occasionnels, mais assez ferme pour faire passer son message. Karen marchait de mon autre côté, marmonnant à voix basse que je devrais être reconnaissante qu'il soit de la famille et ne demande pas d'intérêt. Mon esprit parcourait les options. Je pouvais crier, faire une scène, mais cela créerait exactement le genre de spectacle public que papa menaçait de créer sur mon lieu de travail. Je pouvais essayer de courir, mais je portais des talons et une jupe crayon. Pas vraiment optimal pour fuir des toxicomanes désespérés. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas, un plan. Travailler dans l'administration des soins de santé m'avait beaucoup appris sur les protocoles d'urgence et les procédures de sécurité. Plus important encore, cela m'avait appris que parfois la meilleure façon de gérer une crise est de paraître se conformer tout en prenant réellement le contrôle de la situation. En approchant de la banque, j'ai répété mentalement ce que j'allais faire. C'était risqué. Si je me trompais sur les protocoles de sécurité de la banque, cela pourrait très mal tourner. Mais si j'avais raison, papa et Karen allaient avoir la surprise de leur vie. Souviens-toi, a sifflé papa alors que nous atteignions l'entrée de la banque. Tu es ici volontairement pour aider ta famille. Rien de dramatique,
rien de stupide, juste un simple retrait. Bien sûr, ai-je dit, ma voix stable. La famille qui est de la famille, n'est-ce pas? La banque était bondée avec la foule habituelle d'après-travail, ce qui était parfait pour ce que j'avais en tête. Plus de témoins, plus de caméras, plus de documentation de tout ce qui allait se passer. Papa et Karen m'ont suivi jusqu'à la zone du service client où un jeune homme en costume bleu marine nous a accueillis professionnellement. Bonsoir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois faire un gros retrait, ai-je dit clairement. Mais d'abord, je dois parler au directeur de certaines préoccupations de sécurité. L'expression du banquier a légèrement changé. Des préoccupations de sécurité? C'était le moment qui déterminerait si mon plan fonctionnait ou si j'étais sur le point d'aggraver les choses. Oui, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je suis contrainte à cette transaction. Je suis ici sous la contrainte. Les mots ont flotté dans l'air pendant exactement 2 secondes avant que tout ne change. Le sourire professionnel du banquier a disparu, remplacé par une alerte immédiate. Sa main s'est déplacée vers quelque chose sous son bureau, probablement une alarme silencieuse. Je vois. Veuillez vous asseoir ici pendant que je vais chercher quelqu'un pour vous aider. Le visage de papa est passé de la confusion à la rage le temps qu'il lui a fallu pour comprendre ce que je venais de dire. Ruby, qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang? Monsieur, s'il vous plaît, baissez la voix, a dit fermement le banquier, qui n'était plus l'aimable représentant du service client. Je dois vous demander de rester calme pendant que nous réglons cela. Régler quoi? La voix de Karen devenait stridente. Elle retire juste son propre argent pour aider sa famille. Il n'y a rien à régler. Mais il était trop tard. Je pouvais voir du mouvement dans ma vision périphérique. Des agents de sécurité se positionnant, d'autres employés de banque devenant alertes à une situation potentielle. Les protocoles d'urgence de la banque avaient été activés, et papa et Karen étaient sur le point d'apprendre exactement ce que cela signifiait. Madame, m'a dit doucement le banquier, êtes-vous en danger immédiat? On m'a menacé et forcé à venir ici contre ma volonté, ai-je dit clairement, en m'assurant que ma voix serait captée par tous les dispositifs d'enregistrement. Ces personnes essaient de me contraindre à leur donner de l'argent. C'est alors que papa a complètement perdu le contrôle. Contraindre, a-t-il crié assez fort pour que toute la banque l'entende. Espèce de petite ingrate. Je suis ton père. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses. Les agents de sécurité ont commencé à se rapprocher. D'autres clients reculaient, sentant les ennuis. Monsieur, je dois vous demander de baisser la voix et de vous éloigner du comptoir, a dit l'un des gardes. Ne me dites pas ce que je dois faire. Papa s'est retourné, le visage rouge de rage. C'est entre moi et ma fille. Elle me doit de l'argent et elle va le payer. Karen, décidant apparemment que c'était le moment idéal pour aggraver les choses, a commencé à crier. Elle essaie de nous humilier. Nous sommes sa famille. Elle doit nous aider. La beauté des systèmes de sécurité des banques, c'est qu'ils sont conçus pour ce genre de situation. Chaque mot était enregistré, chaque menace documentée, chaque explosion de colère préservée pour la postérité. Papa et Karen étaient en train de créer un dossier en béton contre eux-mêmes, et ils ne s'en rendaient même pas compte. Madame, veuillez venir avec moi, a dit un autre employé de banque, me guidant doucement loin de papa et Karen vers un bureau sécurisé. Nous allons appeler la police et nous assurer que vous êtes en sécurité. Alors qu'on m'emmenait, je pouvais entendre la voix de papa devenir encore plus forte, plus désespérée. Ruby, Ruby, reviens ici. Tu ne peux pas faire ça à la famille. C'est moi qui t'ai faite. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. La dernière chose que j'ai vue avant que la porte du bureau ne se ferme, c'est Karen se jetant sur moi, criant quelque chose sur le respect et la gratitude, pour être fermement maîtrisée par 2 agents de sécurité. Je me suis assise dans ce bureau silencieux, les mains étonnamment stables, et j'ai écouté le chaos à l'extérieur. Il y a 5 ans, cette confrontation m'aurait détruite. L'adolescente effrayée qui avait été mise à la porte avec des sacs poubelles leur aurait donné tout ce qu'ils voulaient juste pour que les cris cessent. Mais je n'étais plus cette adolescente. J'étais une femme qui avait construit sa propre vie, gagné son propre succès, et appris à se protéger des gens qui voyaient ses réalisations comme quelque chose qu'ils méritaient de partager. La meilleure partie, c'est que papa et Karen venaient de créer suffisamment de preuves pour s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais me menacer. La police est arrivée en quelques minutes, mais le vrai spectacle ne faisait que commencer.
À travers les parois vitrées du bureau où le personnel de la banque m'avait mis en sécurité, je pouvais voir papa et Karen dans le hall principal, et c'était comme assister à un cours magistral d'autodestruction. Papa faisait les 100 pas, montrant du doigt le bureau où j'étais assise, sa voix assez forte pour traverser le verre insonorisé. C'est ma fille là-dedans, ma propre fille. J'ai des droits. Elle ne peut pas simplement abandonner sa famille. Karen était passée des cris à ce qui semblait être une crise de panique complète, hyperventilant et se tenant la poitrine. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, car apparemment quelqu'un les avait appelés aussi, elle a commencé à babiller sur la façon dont je détruisais la famille et qu'ils avaient juste besoin d'aide. La directrice de la banque, une femme posée d'une 50aine d'années, était assise en face de moi, prenant ma déposition. « Prenez votre temps », a-t-elle dit gentiment. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé depuis le début. » J'ai tout expliqué, l'appel téléphonique, les menaces concernant mon lieu de travail, le fait d'avoir été forcé de venir à la banque contre ma volonté. Pendant que je parlais, je regardais à travers la vitre les policiers séparer papa et Karen, prenant les dépositions individuelles des témoins. L'incident entier a été enregistré par notre système de sécurité, m'a assuré la directrice. Plusieurs caméras, un son clair. Si vous décidez de porter plainte, vous aurez des preuves très solides. Porteur plainte. Il y a 24 heures, cela aurait semblé impossible. Malgré tout ce que papa avait fait, malgré des années de négligence et d'abandon, une partie de moi le considérait toujours comme de la famille. Mais le voir fulminer contre les policiers à propos de ses droits sur mon argent avait consumé toute loyauté à laquelle je m'accrochais. Un policier a frappé à la porte du bureau et s'est présenté comme étant le détective Martinez. Il était jeune, probablement proche de mon âge, avec des yeux bienveillants et une attitude professionnelle qui m'a immédiatement mise à l'aise. Mademoiselle Thompson, j'ai parlé aux témoins et examiné les images de sécurité. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui constitue une tentative de coercition et peut-être d'extorsion. Êtes-vous intéressé à porter plainte? Oui, ai-je dit sans hésitation. Je veux qu'il reste loin de moi en permanence. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que nous pouvons y arriver. L'homme à l'extérieur, votre père, a fait plusieurs déclarations menaçantes devant la caméra. La femme avec lui est devenue physiquement agressive avec le personnel de la banque. C'est plus que suffisant pour des ordonnances restrictives. À travers la vitre, je pouvais voir papa se faire passer les menottes. Il parlait encore, essayant toujours d'expliquer à quiconque voulait l'entendre que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il était juste un père essayant d'obtenir de l'aide de sa fille qui avait réussi. Karen était en train d'être chargée sur une civière, toujours consciente, mais apparemment en pleine crise de nerfs. L'ambulancier vérifiait ses constantes vitales pendant qu'elle divaguait sur la loyauté familiale et les enfants irrespectueux. Iront-ils en prison? Ai-je demandé au détective Martinez. Probablement pas longtemps, en supposant que ce soit leur première infraction de ce type. Mais ils seront traités et vous aurez une protection légale à l'avenir. Les ordonnances restrictives leur interdiront de vous contacter ou de s'approcher à moins de 150 mètres de votre domicile ou de votre lieu de travail. En regardant mon père être emmené menotté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Du soulagement. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité, juste un pur soulagement. La petite fille effrayée en moi, qui attendait que papa revienne et soit un vrai père, était enfin libre de cesser d'attendre. La directrice de la banque m'a remis un dossier de papier. Ce sont des copies de toutes les images de sécurité d'aujourd'hui, des déclarations de témoins et de notre rapport d'incident. Gardez-les en sécurité. Vous en aurez besoin pour les procédures judiciaires. Le détective Martinez m'a ramené chez moi pendant que son partenaire emmenait papa et Karen au poste pour traitement. Pendant le trajet, il m'a expliqué ce qui se passerait ensuite. Des dates d'audience, des audiences pour l'ordonnance restrictive, la possibilité que papa et Karen risquent une peine de prison réelle s'ils violaient les ordonnances. Avez-vous un endroit sur où rester ce soir? A-t-il demandé alors que nous nous arrêtions devant mon immeuble. Parfois, les membres de la famille tentent de riposter après quelque chose comme ça. J'ai levé les yeux vers mon immeuble, mon sanctuaire, ma preuve que j'avais réussi à sortir du chaos de mon enfance. Pour la première fois depuis des années, il ne me semblait pas entièrement sûr. Ça ira, ai-je dit. Mais le détective Martinez m'a quand même donné sa carte. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et mademoiselle Thompson, ce que vous avez fait aujourd'hui a demandé du courage. Beaucoup de gens dans votre situation leur auraient simplement donné l'argent pour qu'ils s'en aillent.
En regardant sa voiture de patrouille disparaître dans la rue, j'ai réalisé qu'il avait raison. Il y a 1 an, peut-être même 6 mois, je leur aurais peut-être fait un chèque juste pour éviter la confrontation. Mais quelque chose avait changé en moi pendant toute cette épreuve. Je n'étais plus seulement Ruby la survivante. J'étais Ruby la femme qui avait construit quelque chose qui valait la peine d'être protégée. Et j'avais appris que parfois, protéger ce que vous avez construit signifie se battre pour cela. Même lorsque la menace vient de personnes qui auraient dû vous protéger depuis le début. Le téléphone de mon appartement clignotait avec des messages, probablement du travail, se demandant pourquoi je n'étais pas revenu après mon rendez-vous chez le médecin. Je devrais expliquer demain que ma vie personnelle avait explosé en une situation relevant de l'application de la loi. Mais ce soir-là, je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur mon canapé et je me suis permis d'être fier de ce que j'avais accompli. Pas seulement le succès professionnel ou le bel appartement, mais la force de me défendre quand c'était le plus important. Papa avait eu raison sur une chose. Tout ce que j'avais, c'était grâce à lui. Non pas parce qu'il m'avait subvenu à mes besoins, protégé ou soutenu, mais parce que ses échecs m'avaient appris exactement qui je ne voulais jamais devenir. Et pour la première fois de ma vie, j'étais sincèrement reconnaissante pour cette leçon. Les ordonnances restrictives ont été approuvées en 48 heures, ce que le détective Martinez a qualifié d'inhabituellement rapide. Le juge a regardé les images de sécurité de la banque, a-t-il expliqué au téléphone. Les menaces de votre père étaient claires, et le comportement de la femme était préoccupant. Vous êtes légalement protégé maintenant. Mais la protection juridique et la sécurité réelle ne sont pas la même chose, comme je l'ai appris en rentrant du travail 2 jours plus tard pour trouver la porte de mon appartement forcée. Rien n'avait été volé. Il cherchait probablement de l'argent ou des objets de valeur qu'il pouvait rapidement prendre et vendre. Mais mon ordinateur portable avait été déplacé, des tiroirs avaient été fouillés, et quelqu'un avait parcouru le placard de ma chambre. La violation me semblait pire que s'ils avaient réellement pris quelque chose. J'ai immédiatement appelé le détective Martinez. C'est une violation claire de l'ordonnance restrictive, a-t-il dit après avoir examiné la scène. Nous allons chercher des empreintes, mais je soupçonne que nous savons tous les deux qui a fait ça. La question est de savoir si nous pouvons le prouver. Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas le prouver? Alors vous devriez sérieusement envisager de déménager quelque part où ils ne peuvent pas vous trouver. Cette nuit-là, je suis resté à l'hôtel pendant que les techniciens de la scène de crime traitaient mon appartement. Allongé dans un lit inconnu, fixant un plafond inconnu, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible une semaine plus tôt. Je déménageais, pas seulement dans un nouvel appartement, mais quelque part où papa et Karen ne pourraient jamais me trouver, jamais me menacer, jamais me faire sentir en danger dans ma propre maison. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier et lui ai expliqué ce dont j'avais besoin, disponibilité immédiate, dispositif de sécurité, un endroit où je pourrais repartir à zéro sans regarder constamment par-dessus mon épaule. J'ai l'endroit parfait, a-t-elle dit. Communauté fermée, sécurité 24h24, accès contrôlé. C'est généralement hors budget pour la plupart des gens, mais vous avez mentionné que vous êtes directrice d'hôpital. La maison de ville à Oakwood était tout ce dont j'avais besoin et plus encore. 2 chambres, 2 salles de bain, un petit jardin, et surtout, un portail de sécurité qui nécessitait à la fois un code et une vérification des résidents avant que quiconque puisse entrer dans la communauté. C'était cher, plus du double de ce que je payais pour mon appartement. Mais voir mon père se faire emmener menotter m'avait appris quelque chose de précieux sur les priorités. L'argent en banque ne signifiait rien si vous ne vous sentiez pas assez en sécurité pour profiter de la vie qu'il pouvait vous acheter. J'ai signé le bail cet après-midi-là et j'ai engagé des déménageurs pour le week-end. La vitesse semblait probablement folle pour quiconque regardait de l'extérieur, mais j'avais appris à faire confiance à mes instincts face au danger, et chaque instinct que j'avais crié que papa et Karen n'en avaient pas fini avec moi. Le jour du déménagement était surréaliste. Emballer ma vie soigneusement organisée et la transporter dans un endroit qui ressemblait à une forteresse était à la fois stimulant et triste. Je me protégeais, mais j'admettais aussi que mon traumatisme d'enfance m'avait suivi à l'âge adulte d'une manière que je n'avais jamais prévue. Marc a aidé au déménagement, même si je voyais qu'il avait du mal à comprendre l'urgence. « Es-tu sûr que ce n'est pas une réaction excessive ?» a-t-il demandé alors que nous chargions des boîtes dans son camion. « Je veux dire, ils sont en prison, non ? Ils ont été libérés sous caution, ai-je expliqué pour la 3e fois, et ils sont entrés par effraction dans mon appartement. Ce n'est pas une réaction excessive, c'est de la survie. » Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne comprenait pas vraiment.
Il avait grandi dans une famille stable où les conflits se résolvaient par des conversations, pas par des ordonnances restrictives et des systèmes de sécurité. Le fossé entre nos expériences semblait plus large que jamais. La maison de ville ressemblait à un sanctuaire dès que j'ai franchi la porte. Le gardien de sécurité avait vérifié ma carte d'identité, appelé à l'avance pour confirmer que j'étais attendu, et enregistré les informations de mon véhicule. En passant ces portails, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis l'enfance. Une sécurité physique complète. Cette première nuit dans ma nouvelle maison, je me suis assise dans mon salon vide en mangeant des plats à emporter chinois et en m'émerveillant du silence. Pas de bruit de pas dans les couloirs qui ne m'appartenaient pas. Pas à me demander si chaque portière de voiture qui claquait à l'extérieur était quelqu'un venant me menacer. Pas de sursaut aux bruits inattendus. Le détective Martinez a appelé le lendemain avec une mise à jour. Les empreintes digitales correspondent à votre père. Nous avons un mandat d'arrêt contre lui pour violation de l'ordonnance restrictive. Quand nous le trouverons, il risquera une peine de prison réelle. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait être? Sa dernière adresse connue était un motel à environ 50 km de votre ancien appartement. Mais honnêtement, mademoiselle Thompson, des gens comme ça ont tendance à être nomades. Il pourrait être n'importe où. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me déranger plus que ça. Je me fichais de savoir où était papa tant que c'était loin de moi. L'homme qui avait autrefois été la personne la plus importante de mon monde était devenu juste une autre menace à gérer et à éviter. Mais déménager à Oakwood Estate avait fait plus que fournir de la sécurité. Cela m'avait donné une nouvelle perspective. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment installé, vraiment en sécurité, vraiment prêt à construire quelque chose de permanent, et peut-être, juste peut-être, prêt à penser à partager cette sécurité avec quelqu'un qui en avait encore plus besoin que moi. L'idée grandissait dans un coin de mon esprit depuis le jour où j'avais visité la maison de ville et vu la deuxième chambre. C'était plus grand que ce dont j'avais besoin pour moi seul, et j'avais passé toute ma carrière à travailler avec des enfants et des familles en crise. Il y avait tellement d'enfants dans le système qui avaient besoin exactement de ce que je n'avais jamais eu, un foyer stable avec quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être abandonné par les personnes censées vous protéger. La paperasse pour devenir parent d'accueil était considérable, mais j'avais de l'expérience dans la navigation de la bureaucratie, d'excellentes références de mon travail, et une histoire personnelle convaincante sur la façon de surmonter l'adversité. Plus important encore, j'avais quelque chose que la plupart des futurs parents d'accueil n'avaient pas, une connaissance de première main de ce que l'on ressent en sortant de l'enfance sans soutien adéquat. En remplissant les demandes et en programmant les inspections à domicile, j'ai réalisé que papa m'avait fait un dernier cadeau sans le vouloir. Sa dernière attaque contre ma vie m'avait forcé à créer l'environnement le plus sûr et le plus stable dans lequel j'ai jamais vécu. Et bientôt, si tout se passait comme prévu, il deviendrait le foyer d'un enfant qui en avait autant besoin que moi autrefois. L'appel est arrivé un mardi matin alors que je passais en revue les enquêtes de satisfaction des patients dans mon bureau. Janet des services sociaux semblait fatiguée et stressée, ce qui n'était pas inhabituel, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix cette fois-ci. Ruby, j'ai une situation qui pourrait être parfaite pour toi. Si tu es prête pour un placement d'urgence. J'étais agréé comme parent d'accueil depuis 3 mois, mais le bon placement ne s'était pas encore présenté. Quelle est la situation? Une fille de 7 ans nommée Sophia. Ses parents ont eu un accident de voiture il y a 2 jours. Tous deux sont morts sur le coup. Elle est restée chez une voisine, mais c'est temporaire. Aucun autre membre de la famille n'est en mesure de la prendre. Mon cœur s'est serré. Une fillette de 7 ans qui venait de tout perdre. Probablement confuse et terrifiée par ce qui allait suivre. Je me souvenais trop bien de ce sentiment. Où est-elle maintenant? En fait, c'est la partie inhabituelle. Elle est toujours à l'hôpital pour enfants où vous travaillez. La voisine l'a amenée hier parce qu'elle ne mangeait ni ne parlait. Les médecins veulent la garder en observation, mais elle a vraiment juste besoin de stabilité et de soutien, pas d'intervention médicale. L'hôpital pour enfants. Cette petite fille était sur mon propre lieu de travail, traversant la pire expérience de sa vie pendant que j'assistais à des réunions sur l'efficacité administrative. Je peux être prête ce soir, ai-je dit sans hésitation. Ruby, es-tu sûre? Les placements d'urgence peuvent être difficiles. Elle est traumatisée, en deuil, et elle n'a jamais été séparée de ses parents. Ce ne sera pas facile. Quand est-ce que quoi que ce soit a été facile, ai-je demandé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'en vaut pas la peine.
J'ai passé ma pause déjeuner à revoir les protocoles pour parents d'accueil que j'avais mémorisés mais jamais utilisés, directives de placement d'urgence, techniques de soins tenant compte des traumatismes, ressources de conseils en deuil adaptées à l'âge. Je voulais être préparé à tout, mais rien n'aurait pu me préparer à rencontrer Sophia. Elle était minuscule pour 7 ans, recroquevillée dans un lit d'hôpital qui la faisait paraître encore plus petite. Des cheveux sombres, d'immenses yeux bruns qui semblaient contenir trop de tristesse pour quelqu'un de si jeune. Quand je suis entré dans sa chambre, elle m'a regardé avec la même lassitude que j'avais probablement montrée à chaque adulte après la mort de maman. « Salut, Sophia », ai-je dit, m'asseyant sur la chaise à côté de son lit. « Je m'appelle Ruby. Je travaille ici à l'hôpital, et j'aimerais te parler de la possibilité de venir rester chez moi pendant un certain temps. » Elle n'a pas répondu, elle a juste étudié mon visage comme si elle essayait de savoir si j'étais digne de confiance ou juste un autre adulte qui la décevrait. Je sais que c'est effrayant, ai-je continué. Quand j'avais 10 ans, ma mère est morte, et je ne savais pas non plus ce qui allait m'arriver. C'est normal d'avoir peur. Cela a provoqué une réaction. Les yeux de Sophia se sont légèrement agrandis et elle a murmuré, « Ta mère est morte aussi ?» Oui, et c'était la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Mais j'ai appris que même lorsque des choses terribles se produisent, il y a toujours des gens qui veulent t'aider. J'aimerais être l'une de ces personnes pour toi, si tu me le permets. L'assistante sociale m'avait prévenu que Sophia n'avait pas beaucoup parlé depuis l'accident, mais quelque chose dans cette expérience partagée semblait débloquer sa voix. « Où est-ce que je dormirais ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai une chambre entière juste pour toi avec une fenêtre qui donne sur un jardin et des étagères où tu peux mettre tes histoires préférées. Est-ce que je peux amener Bunny ?» Elle a brandi un lapin en peluche bien usé qui avait clairement été son compagnon tout au long de cette épreuve. Bien sûr, Bunny est le bienvenu aussi. Ce soir-là, j'ai ramené Sophia à la maison à Haut-Destat. Elle était silencieuse pendant le trajet, serrant Bunny et regardant par la fenêtre les quartiers inconnus. Quand nous nous sommes arrêtés au portail de sécurité, elle a demandé « Pourquoi ont-ils besoin de savoir qui nous sommes ?» Parce que c'est un endroit sûr, ai-je expliqué. Seules les personnes qui vivent ici peuvent entrer. Personne ne peut nous déranger ici. J'avais passé l'après-midi à transformer la chambre d'amis en quelque chose d'accueillant pour une fillette de 7 ans. Une literie colorée, des peluches de la boutique de cadeaux de l'hôpital, des livres adaptés à son âge. Ce n'était pas parfait, mais c'était chaleureux, propre et sûr. Sophia a exploré la chambre avec précaution, touchant tout comme si elle avait peur que cela puisse disparaître. C'est vraiment à moi. Aussi longtemps que tu en auras besoin, ai-je promis. Cette première nuit a été difficile. Sophia a pleuré jusqu'à s'endormir, appelant ses parents. Je me suis assise devant sa chambre, écoutant ses sanglots, me souvenant de mon propre deuil et souhaitant pouvoir lui enlever sa douleur. Tout ce que je pouvais faire, c'était être présente, être patiente, et être la présence adulte stable dont elle avait besoin. Mais lentement, jour après jour, nous avons établi une routine. Petit déjeuner ensemble avant que je parte au travail, garderie avec une prestataire spécialisée dans les enfants ayant subi un traumatisme, soirée calme à la maison où nous lisions des livres ou regardions des films. Je lui ai appris à utiliser le système de sécurité pour qu'elle se sente en sécurité. Elle m'a appris à tresser les oreilles de Bunny. 3 mois plus tard, l'assistante sociale de Sophia a appelé avec des nouvelles que j'attendais mais redoutais. Ruby, la grand-mère de Sophia en Oregon a été approuvée pour prendre la garde. Elle déménagera là-bas le mois prochain pour vivre avec sa famille. C'était la bonne issue. Sophia appartenait à des parents de sang qui l'aimaient. Mais dire au revoir à cette petite fille qui avait apporté tant de sens à ma vie a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. « Est-ce que tu viendras me voir ?» a demandé Sophia alors que nous emballions ses affaires. « Chaque fois que tu le voudras, ai-je promis. Et tu seras toujours ma première fille d'accueil, peu importe où tu vis. » Après le départ de Sophia, ma maison de ville semblait trop calme, trop vide. Mais je ne suis pas resté triste longtemps. En une semaine, Janet a appelé avec un autre placement. Un adolescent qui avait dépassé l'âge du placement familial et avait besoin d'un endroit où rester pendant qu'il terminait le lycée. Puis sont venues des jumelles dont la mère était en cure de désintoxication. Puis un bébé dont les parents adolescents avaient besoin de soutien pendant qu'ils organisaient leur avenir. Ma maison est devenue un carrefour d'enfants qui avaient besoin de sécurité temporaire, de stabilité, et de quelqu'un qui comprenait que briser ne signifiait pas irréparable. Chaque placement m'a appris quelque chose de nouveau sur la résilience, sur l'espoir,
sur la différence qu'un adulte stable peut faire dans la vie d'un enfant. J'avais pensé que le succès signifiait des bureaux d'anglais la sécurité financière. Mais le vrai succès, j'ai appris, se mesurait en histoire du soir, en aide aux devoirs, et en enseignant aux enfants qu'ils méritent d'être protégés. 5 ans après la pathétique tentative de papa et Karen de me voler, ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais prévu et en tout à ce dont j'avais besoin. La petite fille effrayée qui s'était élevée seule dans la maison d'un alcoolique était devenue l'adulte sur qu'elle avait toujours souhaité. Papa ne m'a plus jamais contacté après avoir violé l'ordonnance restrictive. J'ai appris par Madame Morrison qu'il avait été arrêté 2 fois de plus pour ivresse sur la voie publique et vol à l'étalage. Karen était apparemment passée à une autre relation avec quelqu'un qui pouvait soutenir ses habitudes. Ils s'étaient tous deux estompés dans l'insignifiance qu'ils méritaient. Mais leur héritage a survécu dans chaque enfant qui a dormi en toute sécurité dans ma chambre d'amis. Chaque adolescent qui a obtenu son diplôme de lycée depuis mon adresse, chaque bébé qui a fait ses premiers pas dans mon salon. Papa m'avait appris ce que l'on ressentait en étant abandonné. Et j'utiliserai cette connaissance pour m'assurer que d'autres enfants n'auraient jamais à se sentir aussi seuls. Certains appelleraient cela une justice poétique. J'appelais simplement cela la boucle de la vie. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires de personnes qui refusent de laisser leur passé définir leur avenir. Parfois, la meilleure vengeance est de construire quelque chose de beau à partir des cendres de ce qui a tenté de vous détruire.